Bonjour Sacré Nana, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Sacré Nana. Et cette semaine, j'aborde une des joyeusetés qui est parfois combinée au haut potentiel. J'ai nommé le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, avec ou sans H d'ailleurs. Alors, il est parfois complexe de faire le tri entre les deux modes de fonctionnement qui peuvent se télescoper et rajouter de l'intensité à nos vécus, ça c'est tout à fait certain. En quoi est-il important de savoir distinguer les deux? Quelles sont les différences? Et puis surtout, comment avancer sereinement dans la vie de tous les jours avec ces atypismes en cadeau? Dans cet épisode, je te dresse le tableau général et je te donne un guide de bonnes pratiques pour sacrés nanas qui veulent tirer le meilleur de leurs multiples facettes, y compris le TDAH et le haut potentiel. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, le point de départ dans ce que je vais te partager au niveau du TDAH, c'est-à-dire du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, je vais l'associer évidemment au potentiel. En te redonnant le contexte global, c'est quand il y a d'un côté un haut potentiel et de l'autre côté un trouble. Alors, ça peut être le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme je le disais, mais ça peut être un trouble 10, un trouble de l'apprentissage, ça peut être un trouble bipolaire, ça peut être un TSA, donc Asperger. Ça peut vraiment être toute une série de choses. Moi, j'ai un problème du oui, donc voilà. C'est ce qui est estimé comme étant un trouble. Alors moi, je prends du recul par rapport à ça, parce qu'à force de voir les choses comme un trouble, un problème, on peut s'enfoncer dedans. Et moi, ma position, c'est au contraire de te montrer ce que, au-delà des défis, évidemment, de se comprendre et de pouvoir naviguer avec son mode de fonctionnement unique, de voir aussi tout ce qu'il va y avoir de positif derrière ça. Ok. Donc, quand il y a un TDA ou un TDAH avec un haut potentiel, eh bien, il se peut qu'on ait repéré aucun des 2. Pourquoi? Ou qu'on ait repéré un des 2 au détriment de l'autre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, un TDAH peut être compensé par un haut potentiel, voire même un très haut potentiel, qui va donc masquer, les effets, les difficultés, du TDAH et je réinsiste là-dessus, va au contraire, permettre, une suractivité et cetera qui va être vue comme quelque chose peut-être d'assez particulier, mais néanmoins de positif. Moi, à titre personnel, je suis concernée manifestement. J'ai pas souhaité faire le bilan sur ce coup-là parce que je me connais suffisamment bien et que ça ne m'empêche pas d'avancer. Donc, je vois pas ce que, à aujourd'hui, en tout cas dans ma vie, ça va m'apporter. Mais quand même, c'est assez amusant parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont regardé les yeux tout ronds en me disant: «Tu savais pas que tu étais hyperactive?» Bah non. Pour moi, je sais que j'ai, une capacité d'action, et donc une hyperactivité, je peux l'entendre comme ça, qui va au-delà de la moyenne, que les gens me disent toujours: «Mais où tu vas chercher ton énergie?» mais moi, j'ai jamais vu comme un problème. Donc j'ai jamais associé ça à un trouble, donc j'ai jamais mis ce mot hyperactivité qui, dans mon esprit, parce que, c'est souvent comme ça que c'est mis en avant, constitue quelque chose de problématique. OK? Donc, hem c'est sûr que mon haut potentiel, par mon très haut potentiel, a masqué cette histoire-là, et a redonné du peps dans ma vie. Hem et il est fort probable aussi qu'à travers les difficultés
que j'ai pu vivre, entre autres dans le milieu scolaire, ça a été quand même assez trash, étant adolescente à partir d'un certain âge, parce qu'il y a pas que le TDAH, il y a aussi toute une série d'autres choses dont mon problème d'ouïe, hein, puisque moi je porte des appareils auditifs et ça a été très compliqué pour moi d'apprendre les langues étrangères, parce que je n'entendais pas les bons sons, OK? Voilà. Et que je n'étais pas appareillée à une époque de ma vie où j'ai appris les langues, OK? Et pourquoi j'étais pas appareillée? Beh, parce qu'on n'avait pas décelé que j'avais un problème d'ouïe. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas décelé que j'avais un problème d'ouïe? Parce que j'ai compensé, assez bien avec, mon haut potentiel. Et c'est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que quand, je vais chez l'audioprothésiste et que, bah, forcément elle est en train de faire un réglage sur mes appareils auditifs, et qu'elle me parle, en fait, elle me dit: «Moi ça me scotche parce que je comprends pas comment vous me comprenez». Elle dit: «Avec, votre», alors elle appelle ça mon handicap. Moi, je la regarde, j'ai pas cet esprit-là, en fait, donc moi, c'est pas un handicap, ça m'empêche pas de vivre, mais en même temps, voilà, techniquement, j'entends, OK, c'est un handicap, même si c'est pas ça que j'ai envie de prendre. Hem Et ça la surprend très, très fort que j'arrive à comprendre, et alors je lui dis: «Mais je lis sur les lèvres». Elle me dit: «Oui, mais mes autres patients, ils lisent sur les lèvres aussi, mais ils arrivent pas comme vous». Alors après, voilà, je vais dire, j'ai eu une petite discussion avec cette dame qui est probablement concernée par le haut potentiel aussi, avec qui on a fait des liens, c'était assez intéressant. Mais voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il y a ce côté, positif quand, effectivement l'un, va soutenir l'autre. Mais l'un peut masquer l'autre aussi, et là où ça peut être parfois quelque chose de compliqué, c'est que, bah, ça nous permet pas de bien nous comprendre, et quand on ne se comprend pas bien, donc cette fameuse graine de connaissance, hein, dans l'approche du développement du potentiel humaniste, la graine de connaissance, c'est la première, qui consiste à comprendre notre mode de fonctionnement, mais surtout de cultiver cette appropriation, c'est-à-dire de dire: «Beh, OK, comment est-ce que moi je fonctionne? Qu'est-ce qui me correspond? Et donc, quels sont mes besoins?» OK, c'est d'aller, de manière un petit peu plus, intime sur, la compréhension, la connaissance de soi pour pouvoir, rencontrer effectivement nos besoins et puis les exprimer également. OK? Donc, aujourd'hui, je te parle plus spécifiquement du TDAH, heu, pour, répondre à une question. Alors je ne vais pas y répondre nécessairement de manière directe, et je vais contourner ça pour t'équiper parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Hem, qu'est-ce qui, à un moment donné, la question qui m'est souvent posée, c'est: «Mais ça, c'est mon TDAH ou bien c'est mon hypersensibilité ou c'est mon haut potentiel?» Voilà, bon. Donc, je te propose de démystifier un petit peu tout ça, mais puis surtout, je vais venir avec, un petit peu plus tard, avec des pistes pour que, tu puisses, en prendre l'une ou l'autre pour que, ces clés-là, te soient utiles dans la fluidité, dans ta vie au quotidien, pour, bah, éventuellement arrêter de te prendre la tête sur certaines choses que tu ne comprends pas parce que tu ne comprends pas ton mode de fonctionnement. OK? Ou pour toi, ou si tu l'écoutes pour quelqu'un d'autre, hein, ça va peut-être concerner un de tes enfants, ton mari, une amie, que sais-je, voilà. OK? Alors, il y a une question, on pourrait d'emblée poser cette question-là, c'est: quand je suis hyper focus, est-ce que c'est grâce à mon haut potentiel ou est-ce que c'est grâce à mon TDAH? Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, le côté hyper focus, on ne l'associe pas forcément à un TDAH, mais je t'explique. Ça peut tout à fait concerner les 2. Par exemple, une personne qui est concernée par, le trouble du déficit d'attention peut expérimenter des périodes d'hyperfocus pendant lesquelles elle va se concentrer vraiment très, très intensément sur une activité qui va la passionner ou la stimuler grandement. Ça suscite, et c'est intéressant aussi parce que ça te permet d'observer, si tu as un TDAH, que sur telle ou telle activité, tu te concentres. Alors ça, c'est vraiment génial parce que ça te donne des pistes sur ce qui est important pour toi, OK? Même si c'est pas forcément ça qu'on t'a appris, depuis que tu es enfant, c'est pas forcément ça que la société met en avant, surtout si tu te passionnes sur des choses qui sont pas communes. Néanmoins, c'est quand même une piste que je trouve relativement intéressante, OK? Et donc parfois, c'est intéressant par contre dans le TDAH, c'est que,
ça peut avoir un côté un peu, entre guillemets, binaire et t'amener à négliger complètement d'autres tâches ou d'autres responsabilités. Dans certains cas, ça peut évidemment être problématique. Une personne qui est concernée par le haut potentiel peut aussi montrer des signes d'hyperfocus, entre autres quand elle est engagée dans des activités qui correspondent à ses centres d'intérêt ou qui la stimulent intellectuellement. Donc, c'est aussi quelque chose qui passionne, mais c'est plus, il peut y avoir quelque chose de plus intellectuel, et la personne HP peut aussi se plonger profondément dans le sujet au point au point de se perdre, pardon, complètement dans le temps, ne plus du tout avoir cette notion du temps. Alors moi, quand je te dis ça et que je pense à moi, ben, je pense qu'il y a un peu des 2. Parce que ce qui va me passionner, ce qui va, me stimuler, va très souvent quand même être associé à quelque chose qui va me stimuler intellectuellement, OK? Et qui va faire partie de mes centres d'intérêt. Donc, voilà, je pense que la combinaison des 2 fait que, il y a des sujets sur lesquels je peux me concentrer pendant, mais vraiment, hein, de manière très, très intense pendant plusieurs heures, au point même de ne pas avoir envie de manger, OK? Ça peut m'arriver. Maintenant, quant à savoir que c'est un TDAH ou un HPI, en soi, je m'en fiche. C'est pas ça qui va me permettre d'avancer dans la vie. Par contre, de repérer ces activités-là et de me nourrir de ça, oui, ça va évidemment bien sûr me porter. OK? Et ça, je trouve que c'est important, OK? Enfin, en tout cas, dans le contexte où on veut s'équiper et vivre, pleinement sa vie, je pense que, c'est ça qui est important. Cela dit, c'est une question qui revient très classiquement si, tu viens de découvrir, ta singularité ou si tu travailles en tant que professionnel, avec des personnes, qui sont concernées. C'est, là, parmi les 5 grandes questions de base, il y en a une qui concerne ce détail. Tiens, ça, c'est plutôt mon haut potentiel ou c'est plutôt de la haute sensibilité? Mais alors le TDAH et puis, ah, mais il y a aussi la dyslexie là-dedans. Oui, mais et on va parler de troubles bipolaires. Enfin, voilà, en vrai, c'est un peu la soupe et c'est normal. Au début, tu as besoin de remettre des étiquettes pour pouvoir trouver tes points de repère et savoir par quoi tu es concerné. Ça fait partie du processus, mais il arrive un moment donné où effectivement les étiquettes n'ont plus d'intérêt, hein. Comme très souvent, une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Après, l'idée, c'est vraiment de te réapproprier ton propre mode de fonctionnement, en conscience. OK? Et ça, c'est tout le but de la graine de connaissances dans le modèle, ADPH, hein, l'approche du développement du potentiel humaniste. C'est la graine de connaissances qui nous permet de nous connaître de manière spécifique et de nous approprier nos modes de fonctionnement préférentiels quand on cultive cette graine-là. OK? Hem, alors, bah, il y a des tas de choses à dire. Tu vois, ça, c'est typiquement du TDAH. C'est: «OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je te dis maintenant?» Alors, c'est sûr que le HPI, le TDAH et toutes les autres joyeusetés de la double exceptionnalité, comme je dis, sont, pas toujours évidentes à identifier, à dissocier. En particulier chez les femmes. Nous, en tant que femmes, on a, une propension plus élevée, d'après les études, à s'adapter, se suradapter que les hommes, OK? Donc, une fois de plus, l'intérêt, c'est bien de se comprendre pour répondre à ses besoins et sans se conformer. Alors, les points communs, l'intensité émotionnelle et la sensibilité, on peut les retrouver dans les points communs. La personne à haut potentiel peut être extrêmement réceptive à son environnement quand elle est concernée par la haute sensibilité. Elle peut être réactive aux stimuli sensoriels, émotionnels. Elle peut traiter les informations de manière plus profonde et souvent de manière plus empathique et intuitive. Et ça peut, nous rendre plus réactives aux environnements physiques et émotionnels. Parce que alors c'est lié effectivement en tout cas, c'est les sacrées nanas que j'attire, ce sont, si elles sont concernées par le haut potentiel, elles le sont aussi par la haute sensibilité et la haute sensibilité, c'est clairement ressentir les choses de façon plus intense que la moyenne. Au niveau du TDAH, ce qui peut se il peut aussi y avoir une sensibilité accrue qui peut se manifester, moins constamment.
plus souvent influencés par les fluctuations d'attention et éventuellement de l'impulsivité. OK? Ça dépend du développement de l'intelligence émotionnelle, évidemment. Une fois de plus, l'intelligence émotionnelle, elle peut se développer toute sa vie. OK? Donc, il y a rien de figé et c'est chouette, hein, justement. Et donc cette sensibilité dans le cadre du TDAH, elle peut se manifester dans des réactions émotionnelles fortes et spontanées. Il y a, quelque chose qui va t'impacter, c'est «Ouf!» Ça va, moi je comprends mieux aujourd'hui, où j'ai eu entre autres en tant qu'enfant, c'était déjà comme ça. Je pouvais partir en vrille sur des réactions où personne ne comprenait, mais maintenant je comprends nettement mieux. C'est juste que j'étais pas accueillie là-dedans et le pire avec le TDAH, au plus on essaye de t'enfermer, de te mettre dans une case et il y a rien de pire pour un TDAH parce qu'au contraire, on va dans tous les sens et j'en reparlerai, hein, dans les moyens. Je pense que c'est pas pour rien que l'activité physique est importante d'ailleurs. OK? Alors curiosité intellectuelle, on va la retrouver évidemment chez la personne HPI, à travers sa soif de connaissance et une capacité à faire des liens complexes entre des concepts variés. Chez le TDAH, il y a évidemment de la curiosité aussi, mais souvent plus erratique. Les centres d'intérêt peuvent changer rapidement en raison de la difficulté à maintenir son attention. Il y a d'ailleurs un truc que je trouve assez amusant pour repérer en tout cas moi c'est ce qui m'avait été expliqué, ça m'avait parlé. Tu m'entends régulièrement dire que je fais des pop-up. C'est-à-dire que je commence un sujet, puis pouf, il y a dans mon arborescence, quelque chose qui va popper et je vais faire un lien. Et donc, je vais te faire un premier lien qui va me mener à un deuxième lien, puis à un troisième lien. Quand je suis, plutôt connectée à mon haut potentiel et focus et présente parce que j'ai développé cette compétence-là à travers les années, j'arrive à un moment donné à refermer tous les dossiers et à revenir au sujet principal sur lequel j'étais et à reprendre ma route. Si, je suis fatiguée, à ce moment-là, je pense que c'est le TDAH qui va prendre le dessus ou quelqu'un qui est juste concerné ou plutôt, plus où le TDAH est plus présent que, en manifestation en tout cas que le haut potentiel. Et ben, tu vas ouvrir un pop-up qui va réouvrir un autre pop-up et puis un truc et puis à un moment donné, tu te dis: OK. Et moi, ça m'arrive parfois même en direct, en particulier, une fois de plus, je le dis quand je suis fatiguée parce que mon haut potentiel ne sait plus compenser ça. Et je dis: «OK, je suis là, mais d'où je viens là? Qu'est-ce que j'étais en train de dire?» Alors je sais pas si ça te parle, mais voilà, ça peut montrer une différence entre les 2. Alors dans la sphère relationnelle et sociale, les difficultés d'adaptation sociale chez la personne HP vont très souvent découler d'un sentiment de décalage avec leur père, en raison d'intérêts et de manières de penser différents. Alors, en fait, avec les pairs plus avec des personnes qui fonctionnent pas comme nous, OK? Alors que, au TDAH, les défis sociaux peuvent correspondre, être impactés par un comportement impulsif, quand c'est le cas. Ça n'est pas nécessairement le cas, OK? Parce qu'une fois de plus, en fonction de ta maîtrise et ta capacité à réguler tes émotions, bah, et du fait que tu étais entendu et que ton TDAH, il est accueilli, il va pas y avoir un comportement impulsif aussi récurrent, d'accord? Et donc pour un TDAH, c'est plus compliqué de suivre les conventions sociales, et si en plus il y a un TSA, on en reparlera, j'ai pas tout mélangé pour commencer, mais ça peut vraiment entraîner des malentendus et des conflits, heu, de par toute cette intensité et ce décalage, cette incompréhension, cette impulsivité. OK? Une fois de plus, il peut y avoir les 2, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence? Eh bien, dans la gestion des impulsions, justement, une personne HP, peut évidemment aussi réagir de manière impulsive si tu revis de la colère, que tu refoules, que tu es suradapté, et que, tu ne dis jamais rien et ben, à un moment donné, tu colles tes timbres, comme je dis, métaphoriquement, et au bout de 20 timbres, bah, il y a celui qui a le paquet cadeau avec tous les timbres et et on peut exploser, hein, et ça concerne n'importe qui, qu'on soit concerné par les aspects dont je parle maintenant ou quelqu'un qui ne l'est pas du tout.
on est humain, OK? Et donc on peut exploser parce qu'il y a une insatisfaction, de la frustration, de la colère qui n'a pas été écoutée et pouf, à un moment ça sort, OK? Mais on peut dire que quand il y a pas de TDA, et qu'il y a entre guillemets «que le haut potentiel» et en tout cas quand il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle, il y a une facilité à se détacher de ce côté impulsif, à le traverser en tout cas, et d'être conscient des conséquences des actes qu'on pose et donc voilà, OK? Hem, L'impulsivité, c'est vraiment une caractéristique centrale du TDAH, OK? Elle va se manifester par des actions précipitées. Un manque de réflexion avant de parler ou d'agir, il y a un truc boum, 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 vite, 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 OK? Ce qui peut parfois poser quelques difficultés dans le cercle social, comme je le disais, ou dans un cadre professionnel ou pas que. Quelqu'un qui prend, des décisions de manière impulsive, ben, à la longue, ça peut être intéressant de revenir à soi et de se poser. Moi, j'ai dû apprendre, sans savoir que c'était de ça dont il s'agissait. Je suis très enthousiaste, donc «Waouh, génial, on va lancer un projet», ça c'est moi. Mais ayant fait un burn-out à 33 ans, et je pense que c'est loin d'être anodin en lien avec ce que je partage, j'ai appris à me poser avant de prendre une décision et avant de dire «oui». Parce qu'il y a l'enthousiasme qui est là, et c'est juste qu'à un moment donné, il y avait tellement d'impulsivité et de «oui» avec toute ma grande intensité et ma grande énergie, parce que j'en ai énormément, ma passion pour les projets et cetera. J'étais à un moment, je ne savais même plus comment je m'appelais au milieu de mes projets. Donc une fois de plus, à 33 ans, faire un burn-out, ça dit quand même quelque chose et donc ce que j'ai appris au fil des ans et que j'apprends encore, c'est à revenir à moi, à me poser, à pas forcément répondre tout de suite, à laisser décanter et puis aujourd'hui, je sais exactement quand une décision est juste, d'où elle vient. C'est pas du même endroit que de là où sort mon impulsivité, et celle à laquelle j'ai répondu positivement à travers des validations de projets, pendant des années. OK? Alors, j'ai juste envie ici de rajouter un élément en lien avec l'anxiété, qui peut évidemment augmenter la sensibilité émotionnelle, et qui va rendre toute une série de personnes concernées plus réactives à l'environnement de manière générale. OK? Et donc, évidemment, cette haute sensibilité, cette anxiété peuvent mener à des réponses beaucoup plus impulsives, dans des situations qui sont stressantes, si on se sent menacé, dépassé et s'il existe un TDAH, ça va encore être plus ça. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire que parce que je parle de l'impulsivité, c'est nécessairement, en train de valider qu'il y a un TDAH, hein. Donc, je suis vigilante dans ce que je te partage à, mettre de la nuance parce que c'est important pour moi. Alors on pourrait parler aussi des performances académiques, les hauts QI, je sais c'est moche, hein, dit comme ça, mais qui sont pas concernés par la double exceptionnalité, peuvent aussi exceller dans des environnements académiques grâce à leur capacité à apprendre rapidement et à comprendre des concepts complexes. Alors pourquoi je dis au QI et pas au potentiel intellectuel? Il y a tout un débat dans le milieu dans lequel je n'ai pas forcément envie de rentrer, mais il peut y avoir des personnes qui sont intellectuellement, qui ont un QI au-delà de 130, hein, qui est cette fameuse norme, mais qui ne sont pas forcément connectés à la haute sensibilité. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que les émotions sont refoulées, parce qu'il y a une carapace ou simplement il n'y a pas cette haute sensibilité? Peu importe, ce qu'on on se rend compte là-dedans, c'est que, il y a, plus de rationnel qui va être, accueilli, si je peux le dire comme ça, donc moins de pression de performance et peut-être donc une réussite plus simple, en tout cas moins impactée par, les effets de cette intensité. Avec le TDAH, même avec une intelligence normale, voire même supérieure, il peut y avoir des, performances académiques compliquées, inégales, en raison de la difficulté de maintenir l'attention, en raison de la difficulté d'organiser leurs travaux dans un contexte qui ne correspond pas à leurs besoins. Et plus encore, si on leur met de la pression en leur disant que c'est comme ça qu'il faut faire, ils vont se sentir renfermés. C'est très, très compliqué.
de suivre des instructions détaillées, surtout s'il n'y a pas cette conscience de cet aspect, et qu'on évolue dans un milieu non adapté à nos besoins spécifiques. Moi, ça a été mon cas, et je peux te dire combien c'est souffrant. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, Marie-France Thibault te parle de son expérience au moment où elle est rentrée à l'université et où effectivement, académiquement, on avait repéré combien elle était excellente dans des tas de choses, sauf que on n'a pas tenu compte de son TDAH, etc. Et elle ne se connaissait pas encore bien à l'époque et elle en a fait une dépression. Donc, c'est l'épisode juste avant celui-ci. Si tu as envie d'avoir une expérience réelle, un partage d'expérience, c'est un bel épisode que j'ai aimé enregistrer avec elle. Fonctionnement cognitif. euh, alors, traitement rapide des informations, compréhension profonde des abstractions, un raisonnement logique plutôt avancé en général chez la personne HPI. TDAH, H. Les défis cognitifs peuvent inclure les difficultés de concentration, hein, j'en ai déjà parlé. On peut oublier les choses. Il peut y avoir des distractions, des problèmes d'organisation de pensée qui peuvent vraiment entraver la capacité à suivre des raisonnements complexes. En tout cas, sans soutien. Il peut y avoir une capacité à le faire, mais il va y avoir nécessairement besoin d'une stratégie adaptée. OK? Alors, tel ou tel comportement va-t-il relever plutôt du TDAH ou de haut potentiel? J'en ai parlé juste au démarrage. OK. Une fois de plus, la question pour moi, c'est d'arrêter de se prendre la tête et dans un premier temps, de apprendre à connecter à nos besoins, de bien se connaître et d'appliquer toute une série de stratégies en lien avec ces besoins spécifiques, d'être vraiment très, très à l'écoute de soi et d'identifier ce qui va pouvoir fonctionner pour nous. Alors, je vais te donner une série de clés. Elles ne vont pas toutes être valables, mais ça va déjà te donner une série de pistes. Alors, c'est un peu sous forme de liste évidemment après à implémenter, ça demande peut-être, un petit peu plus d'aide, mais, en tout cas, je te donne déjà des grandes lignes pour que tu puisses, peut-être déjà identifier ce que tu fais, de ton côté, ou pas encore. OK, alors il y a toute la partie organisation et planification, non pas de manière rigide. Moi, je te mets vraiment en garde contre, des méthodes qui fonctionnent pour tellement de gens, mais qui vont pas fonctionner pour toi parce qu'elles te correspondent pas. Donc écoute-toi là-dedans. À titre personnel, je sais que, ça m'aide beaucoup, mais pas n'importe comment. Il y a des systèmes qui conviennent très, très bien pour certaines personnes et moi, je m'y suis mais noyée et puis il y en a d'autres, dans lesquels je me retrouve parce que je peux avoir une vision générale, mettre des couleurs, et cetera. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de voir ce qui te correspond et de rester focus sur un mode de fonctionnement. Tout comme, voilà, dans organisation et planification, il y a d'abord un premier aspect qui est le calendrier et la liste des tâches. Une première chose, s'il te plaît, utilise un seul agenda, et pas un numérique et un papier. C'est un seul, et pas un pro et un perso. C'est un seul dans lequel tu dissocies les 2. Mais ça, c'est méga important, surtout quand il y a un TDAH parce que sinon c'est, plantage assuré. Parce que ça veut dire que tu dois aller à 2 endroits, tu sais plus quelle est la bonne date, enfin bref. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que, moi j'aime bien écrire, mais je reviens quand même parce que ça reste le plus fluide, à travailler en ligne, surtout en plus aujourd'hui j'ai une équipe donc c'est plus facile. Mais, surtout, j'ai toujours mon agenda avec moi sur mon téléphone, ce qui, est pas jouable avec l'agenda papier. Alors que j'écrive sur un petit post-it note en me disant: «Je vais le marquer en rentrant à la maison» et puis en fait j'oublie ou bien je mets 2 rendez-vous au même endroit donc voilà. Aujourd'hui, moi je sais pourquoi je veux un agenda numérique, mais voilà, c'est toi qui sais ce qui est juste pour toi. En tout cas, un seul agenda pour planifier tes tâches et tes rendez-vous, et l'idée c'est vraiment de centraliser. Au plus tu centralises, pour ça et pour d'autres choses, au plus ça va être intéressant. Je te donne un exemple, je fais un pop-up là, pour bien illustrer mon propos un petit peu avant.
J'ai adoré lire le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement et un des éléments qui m'a énormément parlé, c'est qu'elle t'explique que quand tu fais ton tri, la première chose, c'est de rassembler tout ce qui est équivalent. C'est-à-dire que des piles, moi, au moment de mon déménagement, je me suis rendu compte que j'avais des piles dans toutes les pièces. OK? Et je te parle de piles, mais je peux te parler de plein de choses, des savons, par exemple. Alors, l'idée, ça serait de mettre les savons dans ma salle de bain. Ben non, j'ai les savons dans ma toilette, dans ma salle de bain, dans mon placard là où je range mes provisions, en dessous de la cuisine. Je pense que je dois bien en avoir dans ma cabane de jardin. Alors, je pourrais te dire que c'est parce que j'en ai besoin juste là, mais en même temps, il n'y a pas de point d'eau à côté, donc je n'ai pas besoin du savon. Donc voilà, ça c'est juste une petite anecdote, mais qui montre combien c'est intéressant effectivement de rassembler tout au même endroit. Comme ça, tu sais que les savons, tu le mets à tel endroit. Les piles, c'est à tel endroit. Et ça simplifie drôlement la vie. Testé et approuvé chez moi, en tout cas. Et en particulier, si tu as tendance à perdre tes affaires, je te propose, bah, oui, d'une part, un calendrier numérique pour ne pas perdre ton agenda. Euh, mais par exemple, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Là, je vais un peu plus vite que la structure sur l'organisation, la planification. Mais je prends par exemple mes factures. Alors, on reçoit presque plus de factures papier. Et ça m'a demandé de me réadapter. Moi, mes factures à payer, il y a un bac dans mon bureau et je sais que c'est là. Et je sais que je paye mes factures une fois par semaine et que je vais chercher dans ce bac à bureau. C'est une des premières choses que j'ai installées. J'ai toujours peur de ne pas payer mes factures, moi. Donc, c'est une des premières choses que j'ai installées dans ma maison quand j'arrivais il y a 3 ans et demi. Et quand j'étais à Bruxelles dans mon appartement, pendant 15 ans, il y a eu le même bac à factures au même endroit qui n'a jamais changé. Même chose avec mes clés. Mes clés, c'est à un endroit précis et pas ailleurs. Et si quelqu'un déplace mon aide ménagère, c'est extrêmement, mais je lui ai expliqué, c'est extrêmement compliqué pour moi qu'on change mes affaires de place parce que ça me perturbe au niveau de. Alors, ça me perturbe, façon de parler, mais par exemple, les clés, ce genre de choses que je mets tout le temps au même endroit, je trouve plus. Et c'est ça, ouf. Et puis, chez moi, il y a le TSA aussi, très probablement, qui fait que j'ai besoin de routine et que ben, ça, à cet endroit-là, c'est pas ailleurs. Donc, ça renforce en plus la stratégie que j'ai mise en place. Ça peut paraître rigolo d'expliquer comme ça. Il y a parfois où c'est inconfortable quand on ne comprend pas son mode de fonctionnement. Moi, j'ai pris le temps d'expliquer que j'avais des joyeusetés, comme je dis à mon aide ménagère, qui se marre quand je lui parle de mes joyeusetés. Et donc, ça veut dire que quand elle déplace un truc, et parce que je pense qu'elle est les TDAH aussi, alors, ça veut dire que c'est quelqu'un de très énergique au niveau du nettoyage. Par contre, on n'a pas les mêmes endroits. Et en fait, elle a besoin de bouger absolument tout, donc ce qui fait que c'est bien propre. Mais par contre, elle ne me remet jamais les trucs au même endroit. C'est parfois presque angoissant pour moi. OK? Donc, je lui explique, mais tu sais, avec mes joyeusetés, quoi, quand tu bouges les trucs et que tu nettoies et tout, je ne retrouve plus. Et puis moi, ça me stresse, et ça, c'est pas le but. Puis je repasse 1 heure et donc je perds l'heure que tu as mis à nettoyer ma salle de bain. C'est dommage. Et donc, elle le comprend, elle se marre. Ça ne veut pas dire que tout est toujours rangé à sa place, mais voilà, ça, c'est des exemples de la vie quotidienne qui peuvent te faire sourire ou qui peuvent peut-être que tu te dis, mais en fait, on s'en fout. C'est juste que dans nos modes de fonctionnement, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres. Et peut-être que tu t'y reconnais et peut-être que pas du tout. Alors, liste des tâches, des listes simples. Alors, pas des longues, super to-do list. Hein, ça fait aussi partie de ce qu'on peut avoir tendance à faire. Même chose, moi je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une application en ligne, entre autres parce que tu peux y mettre une date et les organiser. Je pense que c'est pas par hasard que quand je fais manuellement, quand j'ai besoin de m'y retrouver, moi je fais des mind maps parce que ça me donne la vue d'ensemble et ça me rassure. Des hyper longues to-do list qui font 4 pages, alors ça, c'est juste pas possible pour moi. Or, je fais beaucoup de choses, donc ça peut arriver quand je suis en mode to-do list, tandis que quand je suis soit en mode mind map, j'ai tout sur une page, ou si je suis en mode calendrier, dans une application, dans un logiciel, ben, je vais mettre, moi perso, j'invite à ne pas mettre plus. C'est un truc en lien avec le cerveau.
pas plus de 6 tâches par jour ou groupe de tâches. Hein, si tu peux passer les appels téléphoniques, ça peut être un groupe de tâches. Tu sais que tu as 4 appels à passer. Moi, je batch, je rassemble ça. Parce que sinon, ça va vraiment dans tous les sens. Donc, moi, je vais avoir ma matinée téléphone. Voilà, j'essaye de tout rassembler. C'est plus facile pour moi. Ça m'active moins, ça me fait moins partir dans des. Alors, il y a des stimuli, mais ils sont tous concentrés. Je sais que c'est le moment à passer, et puis après, je peux me poser et que c'est derrière moi. OK? Et donc, quand je travaille avec mon logiciel de gestion des tâches qui me permet, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait sur ce logiciel-là, c'est pour ça que je l'ai utilisé, eh bien, j'ai une vue d'ensemble sur le mois ou sur la semaine. Et donc, tout de suite, ça me permet de respirer. J'ai le même nombre de tâches à faire, c'est juste qu'aujourd'hui, j'en ai 6. Voilà. Parce que j'ai choisi de n'en avoir que 6. Et pour moi, chez moi, ça fonctionne bien. OK? Même chose, priorité de la semaine et planning quotidien. Identifie les tâches récurrentes de la semaine pour rester vraiment concentré sur ce qui compte et avoir une priorité absolue. Par exemple, moi, le lundi, je travaille sur mes enregistrements de podcast et mes articles de blog, etc. J'écris beaucoup le lundi parce que je suis dans cette ambiance-là, que ça me va bien. OK. Comme ça, c'est fait. Ça correspond bien à mes points de repère. Ça n'empêche que là, aujourd'hui, on est vendredi, le jour où je suis en train d'enregistrer ce podcast, parce que le fait d'avoir bien planifié toute une série de choses, lundi prochain, je ne suis pas dispo. Et donc, je fais ça à l'avance le vendredi parce que justement, tout ça est bien structuré. Okay? Et donc, ça m'aide et ça m'allège. Et donc, ça, ce sont les tâches récurrentes, mais je tente aussi d'avoir une grande priorité. Tu vois, par exemple, cette semaine, ma priorité au niveau de mon activité, ça a été de remettre à plat tout ce que j'avais envie de communiquer, comment j'avais envie de mettre en place mon calendrier éditorial, quel jour je publie plutôt sur mon podcast, quel jour Voilà, j'avais besoin de temps pour ça. Ça a été mon absolue priorité et j'ai mis de côté tout le reste en dehors de ce qui devait être fait dans ma semaine. OK? Voilà. La semaine prochaine, ça va être écriture de mon livre, par exemple. Euh, voilà. Alors, tu as aussi tout ce qui est technique cognitive, comme la méditation, la visualisation, la cohérence cardiaque. La visualisation, par exemple, si tu es stressé par l'ampleur d'une tâche, tu peux découper par étapes et te préparer mentalement à, voilà, il y a telle étape et te visualiser. Chez moi, ça m'aide pas mal. Et puis, il y a une technique aussi qui m'a été partagée par une série de personnes avec qui je travaille, c'est la technique Pomodoro. J'avais déjà entendu parler et je l'ai testé. Je trouve ça assez sympa. Tu te concentres sur une tâche pendant 25 minutes et puis tu prends 5 minutes de pause, même si tu n'as pas fini. OK? Moi, ça va dépendre de l'intérêt que j'ai dans une tâche. Mais je me rends compte que j'ai besoin de bouger quand ce sont des trucs qui m'embêtent un petit peu plus. Et donc, je ne le fais pas nécessairement avec ce rythme-là, mais ça peut être intéressant de tester pour voir comment le fait de te donner un rythme et de t'autoriser à bouger 5 minutes, et puis, mais par contre, c'est 5 minutes, et puis tu reviens à ta tâche, ta productivité peut s'améliorer sans te sentir épuisé. Alors, évidemment, il y a un entraînement à avoir. Okay. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, l'environnement structuré, okay, donc des espaces dédiés au travail ou à l'étude, par exemple. Moi, j'ai mon bureau et le week-end, je ne viens pas dans mon bureau. Mon living, c'est très rare que je travaille dans mon living. J'ai besoin de ça. Okay. Ou alors des endroits pour les objets importants, hein, pour les clés, etc. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis, ça peut être intéressant aussi d'adopter des routines régulières pour l'endormissement, pour tes repas à heure fixe, pour le travail. Comment est-ce que, et ça c'est à observer avec ta graine de sagesse, comment tu peux constater que tu es plus apaisé et plus concentré et de remettre en place ces routines-là, ces éléments-là, parce que tu sais que c'est efficace pour toi. Efficace et efficient, j'aurais presque envie de dire. Et donc, il dit routine, dit pas
forcément toujours la même chose, hein. Tu peux décider d'avoir plusieurs routines et en fonction de ce que tu ressens le matin, de choisir la routine X ou Y, par exemple. OK? Ou de changer de routine parce que tu en as marre. Alors, le syndrome de l'objet brillant, je trouve ça, c'est un terme qui est utilisé en marketing. Hem, il y a plein de nouveautés, on te propose plein de nouvelles possibilités, et cetera. Et puis, tu as toujours l'impression que c'est le nouveau truc et que c'est le dernier ou que c'est le dernier modèle de GSM ou d'ordinateur, et cetera, qui est le plus performant. Et puis, bah, peut-être que tu vas t'acheter le nouvel iPhone, ton précédent, il avait 3 ans et tu te rends compte qu'entre, celui que tu viens d'acheter et que tu viens de repayer 1 500 € et le précédent, beh, finalement, il y a très, très peu de différence et que tu aurais peut-être bien gardé quand même ton précédent, parce qu'il allait pas si mal que ça et que, la nouveauté est finalement pas une si grande nouveauté. Ou peut-être que c'est une énorme nouveauté, mais qu'elle va peut-être pas correspondre à ton besoin. Alors ça, c'est loin d'être anodin quand on est concerné par le TDAH parce que c'est toute la gestion des distractions, des nouvelles idées, quand on est curieux évidemment, hein, il y a: «Oh regarde ça» ou bien «Le nouveau livre» ou bien: «Oh on m'a parlé de ceci» et cetera. Moi, je suis extrêmement curieuse, et en même temps, c'est chouette parce que ça me permet de développer toute une série de choses, mais, je fais attention de canaliser ma curiosité à certains moments. Parce que là où je sais que ça devient un piège, c'est quand je me noie dans toutes ces nouvelles choses et que je n'implémente pas parce qu'il y a trop et j'arrive plus à faire le tri. Donc oui, forcément, je vais pas savoir tout faire. Oui, forcément, je vais pas savoir tout acheter en termes de nouveautés. Oui, forcément, je vais pas forcément appliquer toutes les nouvelles stratégies dont on me parle et pas uniquement parce que certaines me parlent et d'autres pas. À un moment, je fais un choix, mais je dis toujours que le choix que je fais, c'est surtout, je me choisis, dans le fait de pas me perdre, dans l'immensité de ce qui peut m'être proposé, surtout aujourd'hui avec tous les moyens, de connexion qu'on a. Et ça, c'est loin d'être anodin, surtout à l'ère du numérique. Hem, donc écoute-toi, tout simplement, et c'est vraiment se canaliser, mais pas dans le sens, enfermé, c'est de se mettre les limites à trouver, et peut-être que tu as besoin d'un accompagnement, tu vas pas savoir le faire seul, hein, ou peut-être que ça va être, assez vite évident. Mais pour voir, OK, mais qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui, m'énergétise, me nourrit et à quel moment je me perds et je finis par m'épuiser. C'est vraiment ce point de bascule à repérer en t'observant avec la graine de sagesse. Alors, les aides numériques peuvent être, aussi intéressantes, même si à certains moments, je pense qu'il y a aussi un point de vigilance à avoir. Tout ce qui est application et rappel, hem, des applications comme, Asana, moi, c'est le logiciel que j'utilise pour, les gestions de projet. Bon, c'est déjà pour les pros, hein, c'est quand tu travailles en équipe. Trello, qui a une version gratuite pour les gestions de projet également. Moi, je n'adhère pas du tout à Trello, j'y arrive pas. Avant d'avoir une équipe, j'utilisais Todoist, avec toute une série de tâches, pas mal non plus. Ça peut t'aider à structurer et prioriser. Alors, les alarmes et les rappels, ainsi que les notifications, je fais le parallèle, pour les activités importantes, mais j'insiste pour les activités importantes. Perso, j'ai complètement coupé les notifications. Ça a été à l'époque de l'écriture de mon premier livre, donc il y a 5 ans. En fait, j'arrivais pas à écrire plus de 5 lignes, ping! Il y avait une notification. Donc maintenant, moi, je j'ai plus du tout de notification. Je n'ai même plus la notification de mon téléphone. Donc moi, mon entourage sait que s'il y a une urgence, ce que je regarde le plus, c'est mon WhatsApp, parce qu'il est sur mon bureau et je vais régulièrement voir. Hem, mais voilà, j'ai plus de notifications nulle part parce que ça me mettait dans un état de stress, voire d'anxiété incroyable. Donc moi, j'ai vraiment tout coupé, en fait. Et ça m'arrive même pendant les vacances d'enlever, quand je veux vraiment être tranquille ou quand je fais certains stages, j'enlève les applications de réseaux sociaux de mon téléphone. Puis je les réinstalle quand je rentre. Ça, je suis sûre que je vais pas être tentée et activée par ça. OK. Donc, quand je mets des alarmes, c'est assez rare, mais bon, j'en mets une le matin pour me réveiller, bah, je sais que c'est une vraie alarme.
Et je dois pas mon cerveau doit pas se monopoliser pour se dire, mais est-ce que c'est une notification importante? Est-ce que c'est une alarme? Et qu'est-ce que j'en fais? Je sais que quand j'entends l'alarme et que j'ai cette notification-là, c'est parce qu'il faut que je me lève ou parce que j'ai un rendez-vous que je ne dois absolument pas oublier ou que mon pain est au four et que j'ai mis la minuterie et que j'ai emporté mon téléphone avec moi parce que ça, c'est classique. Le nombre de casseroles que j'ai brûlées. Voilà, aujourd'hui, j'ai des systèmes où je cuis, entre autres, avec mon Thermomix parce qu'il y a une minuterie. Ça a été révolutionnaire pour moi. Sinon, j'oublie. Ou même, ça peut m'arriver d'avoir mon téléphone avec moi, ça sonne. Entre-temps, il y a une amie qui m'appelle ou j'ai quelqu'un à la maison et ben, j'oublie. Je vais pas chercher. Alors, l'exercice physique, on arrive tout doucement au bout de ce guide de bonnes pratiques. Et une fois de plus, tout ne va pas forcément te parler, hein. Choisis, teste, ne fais pas tout à la fois, un à la fois. Les activités régulières, hein, très très important, comme la marche, la course, le yoga. L'exercice peut vraiment t'aider à améliorer ta concentration et à réduire l'impulsivité. Ça ne doit pas forcément être une activité physique intense, mais régulière, qui va contribuer à une meilleure gestion de ton énergie et de ton attention. Voilà. Et puis parfois aussi, ça peut, pour dégager le surplus d'énergie, ça peut être aussi intéressant d'avoir une activité où tu lâches. Je redonne mon exemple perso, moi à l'aquagym, ça a été un des aspects les plus compliqués au moment de la crise Covid, de ne plus pouvoir aller nager. Les personnes de mon équipe savent que régulièrement, elles ont entendu: «Oh là là, ça me prend la tête, je sais plus, j'arrive plus à réfléchir. Écoute, je m'en vais, je vais» alors aujourd'hui, c'est: «Je vais me promener». Mais quand j'habitais à Bruxelles, c'est: «Écoute, je vais nager», parce que j'avais un abonnement au club de sport où il y avait une piscine, et donc j'allais faire des longueurs et en fonction de la vitesse à laquelle je faisais mes longueurs, c'est parce que j'avais besoin de sortir tout ce surplus d'énergie, cette tension et cetera qui me permettait c'est un moyen pour moi de libérer, voilà, au niveau de, ce guide pratique, qui te donne quelques outils, pour avancer. Voilà. Hem, Tu m'as entendu parler de, graines de connaissances et graines de sagesse qui font partie de, l'approche du développement du potentiel humaniste, ce que certains, de mes, clientes appellent, mon modèle 5 graines, hein, qui fera l'objet de, mon prochain livre. Si tu as envie, et que tu ne connais pas encore ce modèle, et que tu as envie de faire le quiz pour repérer, ton plus grand piège, celui qui t'empêche de développer ton propre potentiel, eh bien, en fait, tu peux, y accéder en faisant 3 fois W émotif au pluriel, tiret talentueux, au pluriel également avec un x.com, / graine au pluriel, graine. Voilà, émotif, tiret talentueux, le tout au pluriel, / graine également au pluriel. À bientôt, à la semaine prochaine.